Une grande table des idées qui poursuit son approche du réel dans les yeux d'Emmanuel Carrère. Un livre collectif lui est consacré. Emmanuel Carrère, faire effraction dans le réel, qui paraît aujourd'hui chez POL. Une écriture qui confronte la vie des autres à la sienne, qui replace le témoin en situation. Le matin du samedi 9 janvier 1993, pendant que Jean-Claude Roman tuait sa femme et ses enfants, j'assistais avec les miens à une réunion pédagogique à l'école de Gabriel, notre fils aîné. D'un livre à l'autre, ce jeu que certains trouvent obscène et que lui qualifie d'honnête est devenu un personnage central de l'histoire. Et sa voix d'écrivain, on la suit depuis, un peu comme le joueur de flûte, du forum de Davos à son interview catastrophe avec Catherine Deneuve, de la préface de l'intégrale des nouvelles de Philippe Cadic à un reportage en immersion dans le cœur des hommes de l'Irak aux États-Unis. Ça, c'était autant d'articles qu'il a écrits, rédigés et qui sont publiés dans un recueil de ses chroniques. Il est avantageux d'avoir où aller. On va donc le suivre sans trop savoir où on va. Rebonjour Emmanuel Carrère. Rebonjour. Vous avez beaucoup sillonné la Russie, notamment dans les années 90, avec ce film Retour à Kotelnik que vous avez réalisé, sorti en 2003, qui relevait d'un genre un peu particulier qu'on appelle l'éco-documentaire, entre votre histoire et celle des autres, qui était mêlée, entremêlée entre vos rencontres croisées avec vos propres questionnements sur vos origines. En partant là-bas, vous saviez ce que vous alliez chercher ? Non, pas du tout. Il s'agissait d'aller se poser dans une toute petite ville russe en se disant on va filmer ce qui se passe, et s'il se passe rien, c'est un risque. Vous savez, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile de faire des documentaires parce que vous voyez les commissions qui attribuent de l'argent, même les chaînes de télévision, tout ça, elles demandent quelque chose de très bizarre pour un documentaire, c'est un scénario. Ce qui est normal pour un film de fiction, mais c'est comme si on s'attendait, enfin, on vous demande de dire exactement ce qu'il va y avoir dans le documentaire. Or, le propre d'un documentaire, c'est qu'on ne sait pas où on va. C'est qu'on connaît le point de départ, mais on n'a pas la moindre idée du point d'arrivée. Et moi, c'est en cela que je me considère un peu comme un auteur en écrivant comme plutôt du côté du documentaire. Ce qui m'intéresse, c'est de partir de quelque part et de ne pas dans la figure très violemment. Ou l'imprévu, je n'aime pas savoir où je vais, sinon j'irai pas. Et vous y êtes allé en Russie, cette Russie où vous avez aussi des racines et accompagné notamment d'Olivier Rubinstein, éditeur. Il a beaucoup sillonné avec vous cette Russie des années 90. Je pense, c'est vrai que c'est un livre un peu atypique dans son œuvre. Je pense que Emmanuel a été très fasciné et dégoûté par le personnage en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'attirance, répulsion. Il a failli arrêter d'ailleurs ce livre à un moment donné. Je me souviens, plus il avançait dans ses recherches sur Limonov, plus ce qu'il découvrait le rebutait plutôt. Et on en avait beaucoup parlé à l'époque lorsqu'il était en pleine rédaction. Mais je crois qu'il a été finalement fasciné par le personnage, bien sûr, et fasciné aussi parce que Limonov était un concentré d'histoire russe. C'est-à-dire qu'il y avait, chez Limonov, on trouvait, qui n'est pas un mauvais auteur d'ailleurs, qui est un auteur vraiment intéressant. Bon, tout n'est pas bien, mais il a écrit de très bons livres. Et je pense que Emmanuel a été fasciné par, ce concentré de Russie qu'il a trouvé en un personnage, qui concentrait la grande histoire russe, le bolchevisme, les nazbols, donc nationaux bolcheviques, c'est-à-dire il concentrait finalement l'histoire de la Russie à travers la grandeur, à un moment donné fictive ou non fictive, et la chute de l'Union soviétique, qu'on retrouvait finalement concentré en un seul personnage, qui était Limonov. C'est vrai qu'on a été, avec Emmanuel, on a beaucoup sillonné la Russie, on a été beaucoup ensemble en Russie, à partir des années 90 où la Russie était en pleine décomposition, l'Union soviétique était en pleine décomposition. Et c'est pas donné à tout le monde finalement de voir un pays de cette taille en pleine décomposition,
quelque part, c'est extrêmement fascinant, ça fait peur, et c'est évidemment extrêmement attirant en même temps, parce que on a l'impression que tout est possible, que voilà. Bon, on voit ce que ça a donné maintenant, mais disons qu'à l'époque, on était dans une autre disposition d'esprit. Voilà, Olivier Rubinstein évoquant votre ouvrage Limonov, paru en 2011, ce personnage que vous avez d'ores et déjà raconté, qui à la fois vous fascinait et vous repoussait, mais qui représentait à lui tout seul un condensé de la Russie. Et cette Russie que vous avez découvert dans les années 90, en quoi elle vous a fasciné, Emmanuel Carrère? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? C'est ce que disait Olivier Rubinstein là très bien, c'est-à-dire que la Russie des années 90 et 2000, c'était la chute du communisme et ce qui s'est passé dans les décombres du communisme à ce moment-là, c'était quand on assistait quand même à quelque chose d'extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on est vraiment contemporain d'un événement historique de cet ordre. La Russie à ce moment-là était une espèce de chaos, incroyablement fascinant, qui était une espèce aussi de vivier de destin incroyable, comme celui de Limonov. Ça nous ramène à la question du sujet dont on parlait. À un moment, qu'est-ce qui fait qu'on identifie l'histoire de Limonov comme un sujet? Je veux dire, un tas de gens, ensuite ça apparaissait assez évident, mais un tas de gens me disaient, mais ceux qui savaient qui était Limonov me disaient, qu'est-ce que tu vas aller raconter, hein, la vie d'une espèce de petite frappe fasciste et c'était moins l'homme qui vous intéressait que ce qu'il incarnait. C'est-à-dire qu'il était aussi le symptôme d'une époque. Je me suis aperçu qu'il y avait à la fois, en effet, ça racontait quelque chose d'extraordinaire sur l'Union soviétique, sur la façon dont l'Union soviétique est redevenue la Russie. Et puis, par ailleurs, même si je suis passé par des moments de très vive antipathie, et si je garde une vive réprobation politique à l'égard de pas mal de choix de Limonov, il est vrai que c'est aussi un formidable personnage de roman d'aventure. C'est un aventurier. Et j'ai eu ce plaisir d'écrire un roman d'aventure. J'imaginais pas un jour faire ça. Et c'était marrant à faire quand même. Il y avait une espèce de malgré tout, ça imprimait une espèce de tempo allègre qui n'est pas mon tempo naturel, qui est généralement plus lent, plus tortueux. Là, il y avait le personnage imposait une espèce de vivacité que j'ai beaucoup aimé, franchement. Mais Limonov, il explorait à travers cette personnalité quelque chose de l'histoire aussi de l'Occident et des rapports entre l'Ouest et l'Est. Quand vous entendez aujourd'hui que les Occidentaux se sont mis d'accord pour accuser la Syrie de cyberattaque mondiale, on parle d'un nouveau climat de guerre froide. Vous ressentez... On parle de nouveau... je ressens même, je veux dire, je voyage moins en Russie que je ne l'ai fait, je sais pas, disons entre 90 et 2010, quelque chose comme ça. J'y vais moins, mais les dernières fois où j'y suis allé, j'ai eu cette impression, je sais pas, en prenant des trains, des trucs comme ça, d'un pays qui se prépare à la guerre. Ils savent même pas très bien la guerre contre qui, mais ils ont envie de faire la guerre. Et ça, c'est assez angoissant à voir. Ils ont peut-être tous envie, dans Sputnik, sur le site Sputnik, ouais. Il parle d'un rapport présenté par un laboratoire d'idées, Heritage Foundation, où montrerait que les forces armées américaines aussi évalueraient leurs chances de succès dans le cas d'un conflit d'envergure contre la Russie et la Chine. On a le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde se prépare à l'éventualité d'un nouveau conflit. C'est vrai, et il est... en tout cas, pour ce qui concerne les personnalités de Donald Trump et de Poutine, ce sont quand même des hommes potentiellement belliqueux, quoi. C'est-à-dire que l'espèce d'équilibre même celui de la guerre froide ou celui ensuite de la détente qui lui a succédé, on a l'impression que cet équilibre est très 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 fragile. Et effectivement, il s'y ajoute la Chine. C'est-à-dire que c'est pas juste deux puissances face à face. Là, il y en a largement trois. On aimerait bien que l'Europe soit un tout petit quatrième, mais enfin, je ne sais pas si on y est, si c'est pour demain. En cas de conflit, Est-Ouest, vous choisissez quel camp ? Alors là, je n'aurais jamais pensé à cette question-là. Incapable de répondre. Enfin, non, je me vois mal choisissant un camp dans un conflit de cet ordre.
Il y en avait un qui redoutait que la Russie soit contaminée par les valeurs de l'Occident. C'était l'écrivain et dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn, qui est mort en 2008 et dont on commémore cette année le centenaire de la naissance. Écoutez-le, il était à Harvard et c'était en 1978. But should someone ask me whether I would indicate the West such as it is today as a model to my country, frankly, I would have to answer negatively. No, I could not recommend your society in its present state as an ideal for the transformation of ours. Through intense suffering, our country has now achieved a spiritual development of such intensity that the Western system, in its present state of spiritual exhaustion, does not look attractive. Et là, on retrouve à travers ces mots ce qu'on évoquait, Emmanuel Carrère, cette guerre des valeurs ou des cultures. Si quelqu'un me demande si l'Ouest est un exemple, dit Alexandre Solzhenitsyn, la réponse est non. À travers beaucoup de souffrances, notre société a accompli un développement spirituel d'une telle intensité que le système de l'Ouest, dans son actuel état d'épuisement spirituel, n'est pas désirable. Alors, vous savez... vers la fin de sa vie, Solzhenitsyn apparaissait comme une figure à la fois prophétique et un peu rébarbative. On l'oublie un peu, Solzhenitsyn, c'est une figure gigantesque. D'abord, c'est un gigantesque écrivain, ce qu'on oublie. Et je veux dire, peu d'hommes ont eu une incidence aussi énorme sur l'histoire de leur pays et celle du monde, au fond. Si vous voulez, ce qui a fait tomber le communisme, c'est en grande partie Solzhenitsyn. Solzhenitsyn était convaincu que du jour où on disait la vérité, tout s'effondrerait. Et Solzhenitsyn a passé sa vie à dire la vérité. Et avec un courage et une grandeur sans égale, ça a été le remords de tout le monde en Union soviétique, parce que et il disait ça de façon très belle. Il disait l'effet le plus pervers de l'Union soviétique, c'est que personne ne pouvait avoir d'estime pour soi-même, personne ne pouvait être fier de soi, parce que chacun vivait dans une espèce de compromis, d'accommodement, de petites trahisons, de petites délations, de choses comme ça. Et lui-même, ce qui fait aussi qu'on le redoutait, parce que c'était une espèce de remords. Justement, Solzhenitsyn était l'homme qui disait non, c'était l'homme qui ne faisait aucun compromis avec personne. Alors, effectivement, ensuite, cette figure était un peu... mais c'est un très, très, très grand homme, Solzhenitsyn. 78, 90, la Russie que vous arpentez, Emmanuel Carrère, et aujourd'hui, comment expliquer, parce que ce diagnostic semble être de retour, quelque part, dans les positions aussi que Moscou peut tenir aujourd'hui, que les Russes semblent afficher aujourd'hui, c'est-à-dire la peur d'être contaminés par ces valeurs de l'Occident, que d'autres tentent de leur imposer. Oui, la Russie est très anti-occidentale. Elle est tout entière, ou presque tout entière, derrière son président, parce qu'ils admirent chez Poutine et se reconnaissent dans le désir, en gros, de ne pas se faire marcher sur les pieds, de dire on est les plus... On veut vous faire peur encore, c'est-à-dire il y a c'était un truc que disait Limonov, enfin disait moi ce qui me rendait malheureux à partir de Gorbatchev, c'est que mon grand pays a cessé de foutre la trouille au monde, et c'était ce dont il était fier, c'était de foutre la trouille au monde. Et je pense que la Russie d'aujourd'hui a quand même un certain désir de foutre la trouille au monde. À propos de valeurs spirituelles, comme les évoquait Solzhenitsyn, qui peut croire que l'on croit encore à une chose pareille ? Ça, c'est ce que Nietzsche se demandait à propos de Dieu, de Jésus, de Marie, mais aussi de la croix. Et c'est une question que vous posez en ouverture du Royaume, votre dernier livre, dont le matériau de base est les premiers chrétiens, le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, cet affaiblissement de l'être humain, cette perte de spiritualité, elle nous travaille depuis un moment, celle qu'évoquait Solzhenitsyn. Comment vous expliquez aujourd'hui ce retour par endroits du religieux, de la spiritualité, sous une forme ou sous une autre dans nos sociétés occidentales ? Le mot de spiritualité me met toujours assez mal à l'aise. J'ai l'impression d'un truc assez vaporeux, qui est un peu associé à toute une espèce de soupe New Age.
pour laquelle je ne suis pas très très bon public. Moi, je me suis beaucoup intéressé effectivement au point d'écrire un livre là-dessus, au tout début du christianisme, et à la façon. Et là, on n'est pas justement dans cette espèce de spiritualité diffuse, un peu mollassonne. On est dans une histoire absolument extravagante, et où j'essaie. Enfin, la phrase de Nietzsche, effectivement, comment peut-on croire une chose pareille? On peut le dire en très mauvaise part. On peut le dire aussi avec admiration. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui fait qu'une croyance, qui, si on la regarde bien, est à ce point étrange, à ce point, je dirais, contre-intuitive, comme on dit, a pu prendre, a pu grandir. J'ai tendance à dire parce qu'il y a une vérité là-dedans. Cette vérité, pour moi, n'est pas du tout, en ce sens, je ne me sens pas du tout chrétien au sens du dogme, au sens de l'Église catholique, au sens confessionnel. Si vous me demandez si ce que vous prenez article par article le credo, il n'y a pas une case que je cocherais en disant je crois à cela. Je me paraît même invraisemblable et absurde de le croire. Il n'empêche qu'il y a quelque chose dans une espèce de noyau dur du christianisme auquel je reste profondément attaché et qui me semble être une assez bonne boussole dans la vie, hein, qui tient dans un certain nombre de paroles du Christ qui restent incroyablement paradoxales, scandaleuses Une boussole dans un monde qui en manque. Oui, une boussole dans un monde qui en manque, mais à partir du moment où on commence, voilà, je viens de dire ça, mais en même temps, à partir du moment où on commence à revendiquer ça comme boussole, à en faire une espèce de grand machin, collectif, revendiqué, tout ça, j'ai l'impression qu'on s'éloigne du cœur de la chose, quoi, voilà, qui n'est pas... qui au fond est malgré tout plus personnel que collectif, je crois. Et pas simplement utilitaire, à qui il ne faut pas forcément... ça l'est pas, je veux dire, si vous voulez, de toute manière, une société reposant sur les valeurs du christianisme est une société qui ne peut pas fonctionner. Ou alors si, ça devient le catholicisme, ça devient une institution, ça devient oui, ça devient l'Église. Ça a fonctionné pendant un long moment. Actuellement, de toute évidence, ça ne fonctionne plus. Mais ce qui est pour moi, le noyau dur du christianisme ne peut pas du tout être ce sur quoi on fonde une société. Ça peut être en revanche quelque chose sur quoi on peut fonder son expérience individuelle. Oui. C'est dans un Irak en reconstruction que vous êtes rendu au printemps dernier avec le journaliste Lucas Manger pour la revue 21 et pour une drôle d'enquête sur l'existence ou non d'un Coran écrit avec le sang de Saddam Hussein. Alors là encore, on touche au sacré. Emmanuelle Carrère, dans cette quête où à travers elle, vous avez aussi réalisé un portrait du Bagdad d'aujourd'hui. Vous avez employé le terme de chaos tout à l'heure. Est-ce qu'il s'appliquerait aussi à ce que vous avez vu? Est-ce que là-bas, vous avez touché du doigt ce que les hommes sont capables de faire? Alors, il faut dire que c'est une formidable histoire. Le jour où on me l'a proposé, j'étais emballé, comme on peut l'être quand on vous propose un grand sujet journalistique. L'histoire, pour la résumer, c'est que vers la fin des années 90, oui, c'est ça. Le fils de Saddam Hussein, qui s'appelait Oudaï et qui était une espèce de psychopathe notoire qui flinguait les gens à vue quand il en avait le caprice, il y a eu un attentat contre lui. Il en a réchappé avec quand même 37 balles dans le buffet. Et son père, Saddam, a formé ce vœu extrêmement bizarre de faire un Coran avec son propre sang. Pendant 2 ans, une infirmière est venue tirer du sang de Saddam Hussein qu'on apportait au plus célèbre calligraphe irakien, et au bout de 2 ans, ce Coran fait avec le sang de Saddam a été remis à une grande mosquée de Bagdad récemment construite qui s'appelle la mosquée mère de toutes les batailles et qui a entre autres singularités que ses minarets sont en forme de Kalachnikov. Et je suis allé avec Lucas Manger, qui est un très bon connaisseur de l'Irak, passer
une quinzaine de jours à Bagdad à suivre. Au fond, c'est un formidable fil conducteur pour voir quelque chose de ce pays, cette histoire du Coran de sang qui, moi je pensais que c'était une légende urbaine, Lucas pensait le contraire, c'est lui qui avait raison. De toute évidence, ce Coran a existé et existe toujours, même si on l'a pas nous retrouvé. Et il pose de très très bizarres questions, parce que si vous voulez, de l'avis général, de la part de Saddam Hussein, ça correspondait au désir de montrer sur le tard une espèce de dévotion à l'islam, le fait qu'il était non seulement une espèce de leader panarabe, mais aussi le commandeur des croyants, et en même temps, tous les religieux, ayatollahs ou lémas qu'on a rencontrés à tour de bras, tous disent faire un Coran avec du sang, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manifester sa ferveur religieuse par un acte blasphématoire? C'est une drôle de question. Il y a quelque chose de faustien là-dedans, et ça jette une drôle de lumière sur les dernières années du règne de Saddam et sur la figure de Saddam, qui est une figure très intéressante quand même. Et l'Irak? Et l'Irak, alors là, oui, l'Irak, c'est se retrouver dans une société effectivement très chaotique. Alors, moi, c'est finalement, moi, j'ai eu l'impression tout de même d'un pays encore en guerre. Mon coéquipier Lucas Manget, qui lui connaît très bien l'Irak pour y avoir fait 20 ou 30 reportages, me disait que par comparaison, ça lui semblait un pays apaisé, mais enfin Bagdad est encore une ville totalement emmurée, où il n'y a pas où on circule, je vous dis, entre des murs partout, entre des espèces d'énormes murs en béton qui sont censés protéger habitations, bâtiments, tout contre des voitures piégées, contre des attentats perpétuels. Et il est vrai que, même si on le fait moins, vous voyez, il y a des quantités de milices actuellement désœuvrées qui sont toujours armées, qui n'ont pas grand-chose à faire d'autre que enlever des gens et demander des rançons. Emmanuel Carrère, le prix Nobel de la paix 2018 est maintenant connu. Il honore, on l'entendait dans le journal de Thomas Cluzel, la lutte contre les violences sexuelles dans la guerre à travers deux figures, celle du Congolais Denis Mukwege, qui était appelé le réparateur de femmes, et la figure de la Yazidi Nadia Murad, qui est une ancienne esclave sexuelle de l'État islamique. Vous aviez signé, si je ne me trompe, une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans le nouveau magazine littéraire de mars cette année pour faire arrêter le viol comme arme de guerre en Syrie. On voit le symbole d'un prix aujourd'hui pour la paix, de la paix, qui est remis à des personnalités qui travaillent à réparer les ravages de la guerre. Pas à empêcher la guerre, mais à réparer les dégâts que commettent les guerres aujourd'hui. Oui, enfin réparer ce qui peut l'être, quoi. Je sais pas jusqu'à quel point on peut réparer quelque chose, mais enfin tout ce qu'on peut, tout ce qui peut être fait de cet ordre-là me paraît ce qui est le plus nécessaire, quoi. Et ce qui est le plus nécessaire et ce qui est, si peu que ce soit, à notre portée. Il faut aussi penser à ce qui est à notre portée. On peut pas décider de faire quoi que ce soit pour changer l'ordre mondial, vous voyez. En revanche, faire des choses précises comme le font ces deux figures effectivement admirables à qui on a donné le prix Nobel de la paix. Je trouve ça très bien, effectivement, de récompenser des gens qui font quelque chose aussi à leur échelle, à leur place. Emmanuel Carrère est notre invité jusqu'à 13h30. France Culture, votre grande table du vendredi se poursuit. Pour l'heure, il est 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Fabien Gris, maître de conférence à la Sorbonne en lettres modernes, disait de vous que ce qui est intéressant dans la manière dont vous travaillez, et notamment dans ce film Retour à Kotelnitch qu'on évoquait ensemble, c'est que le cinéma reflète votre écriture et votre rapport au réel, que ce film a joué aussi pour vous un rôle de désinhibition qui a permis à votre écriture d'aller vers le documentaire, l'affrontement direct du réel, dans une conception assez libre du montage des éléments de votre récit. Voilà, on en revient à ce rapport
rapport au réel que vous pénétrez parfois par effraction, avec peut-être toujours quand même une intention. Ce qui est étonnant avec vous, c'est que on sent qu'une fois que vous avez trouvé le sujet, vous n'avez pas pour autant toujours trouvé la forme. Parfois, elle vient d'elle-même, parfois, elle se fait attendre. Comme Jack London, avant elle, pour Le Peuple de l'Abîme, la journaliste Florence Aubenas, elle était alors au Nouvel Observateur, a travaillé comme femme de ménage pendant 6 mois. Elle est devenue le sujet de son enquête, tout en restant le témoin d'une situation. Elle a raconté comment elle a procédé dans son livre, et pour son livre, Le Quai de Ouistreham, qui était publié à l'Olivier. Écoutez. Je ne voyais pas de différence. Je ne pense pas qu'il y avait une personne qui jouait un rôle et qui allait passer le balai, puis qui rentrait le soir et qui disait mais bon, là je reprends mes habits de journaliste et je me mets devant mon clavier d'ordinateur. Dedans. J'étais complètement dedans et à vrai dire, c'est ça qui m'a plu et m'a intéressé comme journaliste. C'est-à-dire que je suis partie pour cette aventure-là en disant voilà, contrairement à ce qui se passe souvent quand on est journaliste, où on contrôle tout. C'est presque le principe de notre métier, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on a des hôtels, on a des téléphones, on appelle notre rédaction, on va dicter tant de signes à telle heure, enfin on est très encadré et très, très contenu. Et là, ce que je voulais, c'était lâcher prise, justement. C'était arriver quelque part, dire voilà, je veux me confronter, je veux voir la France quotidienne, la vie quotidienne en France en temps de crise. Et donc je vais prendre une situation qui est celle d'un demandeur d'emploi, qui est une situation à la fois banale et particulière, et voir comment ça se passe. Et donc je me suis inscrite à Pôle emploi, au chômage, et à partir de là, j'ai fait ce qui se passait. Et je n'ai pas décidé ni d'être femme de ménage, ni de quand j'arrêtais, parce que j'avais décidé que j'arrêtais quand j'avais un CDI, qui n'était pas une date fixe, qui était une date aléatoire, j'allais dire. Ce livre, Le Quai de Ouistreham, on a appris que c'est vous qui alliez l'adapter, que vous l'avez donc par ailleurs aussi adapté au cinéma. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers cette histoire? Est-ce que c'est justement ce lâcher-prise du sujet témoin? Vous voyez, c'est incroyable comme ça fait écho ce que dit Florence Aubenas par rapport à toutes les choses qu'on disait, y compris même le fait, c'est drôle, la présence de cette femme dans mon travail, puisque c'est elle qui est à l'origine pour moi de l'adversaire, que j'étais même allé la voir alors que je la connaissais pas pour lui demander un peu des tuyaux. Elle avait d'ailleurs été d'une incroyable générosité en m'ouvrant vraiment son carnet, en appelant pour moi, je sais pas, tel avocat, tel truc, alors qu'elle me connaissait pas. Oui, là il y a cette démarche-là, ce consentement à renoncer au contrôle, à s'abandonner à ce qui se passe, à ne pas savoir ce qui va se passer et à faire ça pendant 6 mois, c'est quelque chose qui m'inspire de l'admiration et que j'ai envie de raconter. Maintenant, le projet de ce film, c'est de trouver un juste équilibre entre la description de ce qu'elle raconte, c'est-à-dire la condition de ces gens qui sont ce qu'on appelle des travailleurs précaires, qui ont des heures par-ci, par-là, avec généralement de longs trajets où on claque la moitié de la paie en carburant, et tout ça pour généralement des salaires inférieurs au SMIC et encore une fois où tout peut capoter d'un jour à l'autre, où le fait que votre voiture vous lâche et devient une immense catastrophe. Donc il faut absolument raconter ça. Mais je veux raconter ça et aussi la démarche d'observateur, de témoin, de quelqu'un qui s'abandonne à cela, qui est celle de Florence Aubenas. Sauf qu'effectivement, elle ne portera pas le nom de Florence Aubenas parce que justement il faut qu'il y ait une marge de fiction et que ça ne soit pas et que ça soit un personnage de fiction. Mais j'évoquais justement en ouverture ce jeu qui est très particulier à votre écriture et à vos livres, Emmanuel Carrère, et que certains trouvent obscène, dont vous avez dit il est honnête, il est humble aussi dans la manière dont je tente de l'employer. Florence Aubenas, elle a subi un peu les mêmes critiques après ce livre. Certains y voyaient du voyeurisme dans cette démarche, une part d'indécence, parce qu'après tout, elle allait retrouver sa bonne situation après, et qu'elle n'avait jamais, même pendant ces 6 mois, eu de raison d'avoir peur du lendemain, comme ceux qu'elle racontait. Alors ça c'est indiscutable. C'est-à-dire, c'est le propre de toute immersion, c'est que on partage une condition à laquelle on n'est pas astreint, et la différence, c'est qu'on arrête quand on veut. Quand on est travailleur précaire, on n'arrête pas quand on en a marre d'être travailleur précaire. Quand on estime qu'on a terminé le reportage, effectivement, la marque, l'échéance qu'elle s'était donnée, c'était obtenir un CDI.
Oui, bien sûr. Il y a une espèce de problème moral que ça peut poser. D'une certaine façon, en tout cas dans son livre, Florence Aubenas se le pose très peu, mais pour une raison. Je pense qu'elle a dû se le poser dans la réalité. Simplement, elle se dit qu'au fond, ce qu'elle raconte, ce qu'elle a à raconter, importe davantage que ses éventuels états d'âme. Là, il y a aussi une autre forme d'humilité, une façon de s'effacer devant ce qu'on raconte. Moi, c'est sûr que dans le film que je me propose de faire, il s'agit davantage, il y a une part importante qui consiste aussi à filmer le contre-champ, c'est-à-dire à observer l'observateur, à témoigner du rôle du témoin. Mais je suis très, très admiratif de cette démarche. Et il y a une chose quand même qu'il faut préciser, c'est qu'on peut toujours critiquer, dire... il n'empêche que pratiquement tous les gens avec qui elle a été en contact tout au long de cette immersion, avec qui elle allait nouer des liens de sympathie ou même d'amitié, tous ont été très heureux, ou presque tous ont été très heureux de l'existence du livre et de la place qu'elle leur a faite et du portrait qu'elle en a fait. Et pour terminer avec vous, Emmanuel Carrère, vous dites aussi que l'important, c'est quand même de se tourner vers ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas nous ou comme nous. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce jeu des contraires? Vous parliez de questions morales. C'est Michel Houellebecq qui disait qu'à travers toute votre écriture, justement, cette amoralité n'était jamais présente, qu'au contraire, on trouvait dans vos livres la possibilité peut-être d'une communauté humaine. Elle est là, la quête? Oui, il y a de ça. Houellebecq, il dit aussi une chose que je trouve très juste, je suis absolument d'accord avec lui, c'est que contrairement à... On dit beaucoup de choses sur l'ambiguïté morale, le bien... En réalité, la plupart du temps, on sait très bien où est le bien et où est le mal. Le problème, c'est de faire le bien plutôt que le mal. Et là-dessus, au fond, personne n'a dit mieux que saint Paul qui dit « je fais le mal que je n'aime pas et pas le bien que j'aime ». Ça, on en est tous un peu là, c'est notre misère. C'est drôle, effectivement. J'ai l'impression que écrire, c'est faire qu'il y ait de l'autrui, qui est de l'autre, qui est de dire quelque chose sur ce qui n'est pas soi. Et pour ma part, je pense qu'il faut passer par soi. Qu'il faut admettre sa posture d'observateur, sa posture de témoin, et qu'elle fait partie de ce qu'on raconte. Merci. C'est un peu un credo, là, pour moi. Il est discutable, mais c'est le mien. Merci beaucoup, Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, faire effraction dans le réel.